Club Expert Immobilier, aujourd'hui opération vérité sur les prix de part, sur les distributions. Avec nous en plateau, fidèle au poste, Marc Bertrand, le président du directoire de Premium France. De l'autre côté, on retrouve Antoine Aubry, le directeur général d'Amundi Immobilier, et à côté de lui, Philippe Depoux, président du directoire de la Française REM. Merci beaucoup d'être avec nous. Opération vérité, opération pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de cela quelques jours, la médiatrice de l'autorité des marchés financiers a fait son cas du mois sur un épargnant qui voulait sortir de SCPI, et elle expliquait le besoin de pédagogie entre les ordres de retrait, les demandes de vente, etc. La pédagogie, c'est un sujet très important. Je ne vous cache pas que quand je regarde parfois les réseaux sociaux, je vois quand même beaucoup de bêtises. Donc on va essayer de dire les choses clairement. On va commencer par les prix de part. Je voudrais qu'on comprenne un peu comment ces prix de part sont établis. Vous le savez, je dis souvent en assurance vie concernant les taux des contrats d'assurance vie, je dis souvent qu'ils ne se constatent pas, mais qu'ils se décrètent. Alors, est-ce que les prix de part de SCPI se constatent? Est-ce qu'ils se décrètent? Déjà, je commence avec vous, Antoine, parce que vous êtes le dernier venu dans ce plateau. Donc, ça va être une petite opération bizutage, je suis désolé. Deux types de SCPI. Déjà, on est bien d'accord, SCPI à capital fixe, SCPI à capital variable. Comment se fixe le prix de part d'une SCPI à capital fixe pour commencer? Alors, pour la fixation du prix, il faut distinguer deux environnements. Celui où on va être dans une situation de collecte positive et celui où on va être sans collecte. Dans le cas d'une situation où tout simplement il y a une collecte positive... Donc ça veut dire quand on est en augmentation de capital. Quand on a lancé sur une SCPI une opération, on dit on augmente le capital. Exactement. Donc sur la SCPI à capital fixe, le prix va être fixé par la société de gestion. À l'inverse, lorsqu'on n'est pas en situation de collecte, donc le prix va se fixer tout simplement par une confrontation entre les porteurs désireux d'investir et les porteurs désireux de vendre. Donc là, c'est tout simplement une forme de gré à gré. Ok, donc dans ce cas-là, si je résume dans mon vocabulaire, lorsqu'on est sur une SCPI à capital fixe, on est en augmentation de capital, un peu un prix qui se décrète par la société de gestion. Lorsque l'on est sur un marché secondaire, on a un prix qui se constate. Maintenant, on va être très honnête, les SCPI à capital variable ne sont plus très nombreuses sur la place. On est aujourd'hui sur des SCPI à capital... Les SCPI à capital fixe ne sont plus très nombreuses. On est aujourd'hui plutôt sur des SCPI à capital variable. Sur une SCPI à capital variable, comment ça se passe? Là, tout simplement, le prix va être fixé par la société de gestion. Tout simplement sur la base d'une fixation d'un prix qui va être calculé par rapport à la valeur de reconstitution qui est calculée, qui est peu ou prou, on va dire, la valeur immobilière du fonds. Et sur cette base-là, la société de gestion prend la décision de fixer le prix de souscription qui doit être fixé dans des bornes qui vont être de plus 10% à moins 10% de la valeur de reconstitution. Alors juste, puisqu'on se livre à cet exercice pédagogique, valeur de reconstitution, c'est quoi? C'est ce que disent les experts, plus un certain nombre de frais? Exactement, plus les droits, on va dire, les droits d'enregistrement. D'accord, et juste, puisqu'on est là encore toujours dans la pédagogie, j'entends parler de valeur de reconstitution, j'entends parler également de valeur de réalisation. La valeur de réalisation, c'est la même chose, mais juste la valeur des immeubles sans les frais? Exactement, hors les droits. Ok, parfait. Ceci étant dit, donc j'en conclus la chose suivante, c'est que on est plutôt dans des prix de SCPI qui se décrètent avec, malgré tout, un certain nombre de contraintes réglementaires, mais que la base de tout ça, c'est les valeurs d'expertise. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par ça. Désormais, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé dans ce plateau. Les valeurs d'expertise, auparavant, il y en avait une par an. Depuis un texte du mois de juillet, des valeurs d'expertise, il y en a désormais 2 par an. Vous y êtes donc passé. Philippe Depoux, je vais commencer avec vous. Quand les experts ont rendu leur copie, grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit si on regarde l'année 2024? Est-ce que vous avez vu des différences entre les typologies d'actifs? Est-ce que vous avez vu des différences entre les pays? Alors oui, 2024 a été une année, on va dire, très particulière, pour faire à peu près court. Je pense qu'on s'attendait tous, compte tenu de la politique monétaire des banques centrales, qui, après avoir battu l'inflation, juguler l'inflation, ont commencé à faire baisser les taux directeurs. Tout le monde s'attendait à un ajustement des taux sans risque sur lesquels sont calculées la prime de risque de l'immobilier. Bref, on s'attendait tous à ce que les valeurs arrêtent de baisser en immobilier. Et en fait, la réalité de 2024, c'est que la crise immobilière finalement que nous traversons, elle s'avère plus profonde et plus longue que prévu. Et la vérité, c'est qu'en fin d'année, les experts, on compte dans un climat en plus
tout à fait absence totale de visibilité, on va être très honnête. Voilà, absence totale de visibilité. L'Allemagne et la France dans des situations économiques compliquées, un budget français qui n'existe pas, une notation de la France qui est dégradée, une situation géopolitique d'une anxiogénité, je ne sais pas si on a déjà connu ça. Bref, on a un climat d'incertitude et de non-visibilité qui ont fait que les experts, en fin d'année, ont continué à faire baisser un certain nombre de valeurs immobilières. Alors, effectivement, tous les pays pas touchés de la même façon. Je dirais la France et l'Allemagne, en ce qui concerne en tout cas nos patrimoines, notamment sur des immeubles de bureaux de grande taille, clairement, on a continué à voir les valeurs diminuer, alors qu'en Angleterre, par exemple, en Belgique, par exemple, les prix, visiblement, avaient tendance à se stabiliser. Marc Bertrand, Philippe Depoux vient de nous donner lecture, entre guillemets, européenne avec un certain nombre de marchés. Vous, chez Préemia, la stratégie des produits, c'est d'avoir des produits purs. Si on regarde en termes de classe d'actifs, quelles sont les différences que vous pouvez constater dans les avis des experts ? Alors, en ce qui concerne le bureau, je souscris tout à fait à ce que dit Philippe, c'est-à-dire que le marché, malheureusement, a continué de baisser. C'est surtout valable pour les immeubles en périphérie, c'est surtout valable pour les très grosses unités. Alors, la baisse a décéléré, mais elle a continué malgré tout sur le deuxième semestre. On espère que le marché se stabilise, mais exactement ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'il y a encore, oui, un potentiel de baisse des taux qui, là, est plutôt un phénomène de rappel de loyer, mais il y a toujours des difficultés de marché, de demande, plus une incertitude économico-politique qui fait que on peine à voir la stabilisation. Donc le bureau, la baisse des salaires, mais elle n'est pas terminée, en tout cas elle n'était pas terminée sur le deuxième semestre, et à voir sur le premier semestre. Pour ce qui nous concerne, la deuxième grosse classe d'actifs sur laquelle on est positionné, c'est la santé. Là, les dernières décompressions de taux ont été annihilées par la hausse par l'indexation, ce qui fait qu'on a eu des expertises relativement plates sur le deuxième semestre, et on pense que là on est vraiment au point de stabilisation. On va laisser courir encore probablement 2 trimestres pour vérifier cette stabilisation, mais quels que soient les fonds concernés, on voit les valeurs d'expertise des actifs de santé, qu'il s'agisse de cliniques de soins de suite ou d'EHPAD, qui se sont plutôt stabilisés. Antoine Aubry, question, on parlait du bureau, là, Marc parlait de la deuxième couronne, il y a un quartier emblématique sur lequel vous êtes pas mal investi, c'est le quartier central des affaires. Est-ce que le quartier central des affaires est dans une position un peu différente dans les valeurs d'expertise? Bien sûr, parce qu'effectivement, c'est le quartier aujourd'hui qui présente une vacance extrêmement faible, voire quasi nulle. Et donc, il y a une confrontation de l'offre et la demande qui est véritablement au profit du propriétaire et donc de la valeur de son immobilier dans le quartier central des affaires. Donc oui, il y a une forme de protection. Pour autant, ce qui est important quand même de rappeler, c'est qu'on ne vit aucune dégradation des patrimoines immobiliers. On vit une crise de taux, on crée un environnement politique incertain qui pèse sur les valeurs, mais la qualité immobilière reste là. Et voire même dans certains secteurs de l'immobilier, on voit bien un regain d'attractivité sur certaines typologies immobilières. Donc l'immobilier ne vit pas une dégradation de sa qualité, mais effectivement un environnement qui pèse. Juste, là encore, toujours dans la logique pédagogique, et surtout pour ça que j'ai commencé par le prix des valeurs de part. Un expert, quand il fait une expertise, on est d'accord que c'est pas techniquement une valeur vénale. Il prend en compte de ce qu'il peut y avoir dans le marché, mais son expertise, elle est évaluée sur la continuité de la vie de l'immeuble. C'est un vaste débat, et quand plus le marché est stressé, plus ce débat est animé. C'est-à-dire que à quoi correspond la valeur d'expertise? La valeur d'expertise, c'est une approche par plusieurs méthodes, des méthodes financières dites par capitalisation ou par les cash flows, et une approche par comparaison, donc plus transactionnelle. Et l'expert recherche l'équilibre dans ces 3 valeurs. Par contre, il présume que, on continue d'exploiter l'immeuble pour son usage, voilà, donc il n'y a pas de discontinuité d'exploitation. On présume qu'il n'y a pas de nécessité de vendre à court terme l'immeuble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime d'illiquidité, pour faire clair, dans le marché. Donc, l'hypothèse sous-jacente, formulée comme en disant que l'acheteur et le vendeur ont le temps de se mettre d'accord dans des conditions normales sur le prix.
Voilà. Est-ce que sur certains marchés qui souffrent d'illiquidité, cette hypothèse correspond à l'état instantané du marché? En ce moment, on peut se poser la question sur certains actifs, mais globalement, c'est l'exercice de l'expertise et on critique beaucoup les expertises. Mais globalement, c'est un point de repère très important. Ok, je reviens sur le sujet justement de la liquidité, de la dynamique de marché. Est-ce que, Antoine, si on regarde le marché des transactions, le marché est toujours totalement grippé? Complètement. Complètement, il y a un déséquilibre énorme entre la population des acheteurs et la population des vendeurs qui crée effectivement une crispation extrêmement forte sur la réalisation de transactions et on voit bien que les volumes sont toujours aussi faibles. Bien. On voit donc que les valeurs d'expertise ont continué à baisser dans cette année 2024 en dépit de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Ça a amené un certain nombre de décisions avec des baisses de prix de part qui ont été annoncées à la française et à Prime. On va bien évidemment les regarder. Juste, je reste avec vous, Antoine. Pas de baisse annoncée aujourd'hui. C'est parce que les décisions ne sont pas prises ou... Exactement. Ok, donc vous êtes toujours en phase de réflexion. Donc ça, déjà, c'est une information. Philippe, je me tourne vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez été le premier à communiquer début janvier sur des baisses de prix de part de vos SCPI. Alors, comme je suis rentré dans le débat pédagogiquement et pas tout à fait de manière anodine entre constat ou décret, donc j'ai bien compris qu'il y avait une partie constat, c'était lié aux valeurs d'expertise. Il y a une partie décret, c'est-à-dire le choix de la société de gestion de se positionner à tel ou tel endroit dans le tunnel entre la valeur de réalisation, entre la valeur de reconstitution plus 10 ou la valeur moins 10. Expliquez-moi vos choix. Alors, pour ça, j'ai besoin de faire un tout petit peu de retour en arrière en ce qui concerne la française, qui s'est, je crois, distinguée des autres sociétés de gestion en ayant toujours fixé, pour faire simple, les prix de part de ces SCPI en bas de cette fourchette, c'est-à-dire dans la partie basse réglementaire, excusez-moi, dans la partie basse réglementaire des valeurs de ces immeubles. Et juste, je me permets un petit clin d'œil, parce que puisqu'on fait de la pédagogie, juste rappeler quand même pourquoi ce tunnel, qui quelque part a été souhaité par les autorités, parce que ayant vocation à être protecteur pour les anciens porteurs, puisque en l'occurrence, quand on achète exactement à la valeur de reconstitution et que l'argent est vraiment investi, grosso modo, on ne laisse pas les anciens porteurs par rapport aux nouveaux, et qu'en revanche, on donne quelques marges de manœuvre aux sociétés quand on est dans le bas de fourchette, on a plutôt tendance à vouloir attirer les capitaux. Quand on est en haut de fourchette, on a plutôt tendance à vouloir freiner la collecte. Petite parenthèse terminée. Donc, historiquement, c'est vrai, chez vous, on est en bas de fourchette. Alors, chez nous, on est en bas de fourchette. Avant la crise, c'était tout à fait la politique menée, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est justement de se prémunir, et je vais y revenir, de se prémunir des à-coups de marché. Quand on a une valeur très raisonnable, ça nous laisse la possibilité de ne pas avoir à retoucher les valeurs de part en cas de fluctuation du marché. La deuxième raison, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était un principe sur le long terme d'égalité des porteurs entre les nouveaux entrants et les gens qui étaient en place, de façon à ne pas créer un effet d'aubaine pour les nouveaux entrants notamment. Bien. Juste, on est d'accord aussi que ça permet, quand le marché monte, de dire on remonte la part, puisque on sort obligatoirement du tunnel. Voilà. Donc dès qu'il y a un mouvement de marché, il faut qu'on le répercute aux porteurs. Réglementairement, on est obligé, effectivement, quand on passe sous la fourchette des moins 10%, on est obligé de remonter les parts. Et à l'inverse, quand on dépasse les plus 10%, on est obligé de baisser les parts. Bien. Ça nous a permis, dans une approche d'une crise immobilière qu'on avait pensée, encore une fois, un peu moins longue et violente que celle qu'on connaît, ça nous a permis pendant 2 années de traverser cette période de baisse des prix immobiliers en ne touchant que très partiellement nos valeurs de part, puisque justement on avait un petit peu ce coussin. Force est de constater, à la fin 2024, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les expertises ayant continué à baisser, à un moment donné, on se retrouve mécaniquement, petit à petit, en haut de cette fourchette des moins 10, plus 10, et donc réglementairement, on est obligé de baisser nos valeurs de part. Comme on avait cette situation d'incertitude et de non-visibilité de ce qui se passe, nous avons pris une décision globale de prudence en revenant, et c'est ce qui nous distingue des autres, en revenant non pas au milieu, mais en bas de la fourchette de plus 10, moins 10 sur l'ensemble, alors je précise l'ensemble de nos SCPI historiques, c'est nos SCPI majoritairement investis en bureau. Nos autres SCPI dites thématiques n'ont pas du tout ce genre de problème et ne voient pas leur valeur de part modifiée. Donc on s'est positionné en bas de cette fourchette plus 10, moins 10 pour 2 raisons. Pour éviter
autant que faire se peut d'y revenir. Je pense que de revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois sur des valeurs de baisse de part, plus personne n'y comprend rien. Donc on a pris une décision courageuse, qui n'est pas une décision simple, de se remettre en bas de fourchette pour se prémunir de baisses ultérieures et de se positionner, tu le disais tout à l'heure, en position favorable le jour où le marché va reprendre, parce qu'on ne va pas en douter, le marché va reprendre, en position de pouvoir remonter nos valeurs de part, évidemment. Ok, juste une petite précision, nos SCPI historiques, il y a eu de cela il y a quelques jours un communiqué à nouveau sur la baisse d'une prime part d'une SCPI. Europimo, pourquoi pas l'avoir fait avec les autres? Alors, il y a une raison complètement indépendante de notre volonté, qui est une raison technique, comptable, réglementaire, c'est que sur Europimo, nous avions tout à fait l'intention de baisser la valeur de part au même titre et dans la même politique que les autres SCPI historiques, sauf que nous avons eu ce petit sujet technique à régler par une assemblée générale que nous avons été obligés de convoquer, c'est de ramener la valeur nominale de l'action en dessous de la valeur de part. Alors, encore une fois, c'est technique et je veux noyer personne, mais c'est une obligation technique qui n'a aucune conséquence sur la performance, aucune conséquence sur la valeur de l'action, mais on a eu à faire un petit ajustement technique qui nous a empêché, réglementairement, d'annoncer la baisse de part au même moment que les autres, et nous l'avons fait au 1er février, une fois que le nominatif, la répartition entre le nominatif et la prime d'émission d'Europimo ont été réajustés. Ok, donc je résume. Grosso modo, décision, retour sur la vision, canal historique, on se met en bas de fourchette à la française, on était sorti du tunnel, on a fait la même chose pour tout le monde, avec pour objectif d'essayer de ne pas avoir à y revenir. Marc Bertrand, je me tourne maintenant vers vous, puisque des décisions ont été prises également chez Praemia sur la très grande majorité des SCPI, puisqu'il y en a une qui n'a pas été concernée de mémoire, c'est Primo Family, qui n'a pas bougé. Toutes les autres, il y a eu des baisses de prix de part. Donc là encore, expliquez-moi le décret. Alors, ce qui va nous différencier par rapport à la française, c'est qu'en fait, le point de départ n'est pas le même. C'est-à-dire que la politique historique des SCPI de Praemia était d'être plutôt au milieu du tunnel. Voilà. Donc, on était à valeur de reconstitution. Donc, on a appliqué sur cette même logique sur l'ensemble des produits de la gamme, ce qui fait qu'on a appliqué les baisses des expertises. Alors, il faut dire que les choses, c'est qu'en fonction des situations particulières des SCPI, la baisse des expertises subit l'effet de levier, en l'occurrence l'effet de massue, c'est-à-dire un phénomène d'amplification. Donc là, juste ce que j'entends, parce que là encore, toujours dans ma logique pédagogique, j'entends plein de gens qui disent, de distributeurs ou pas de distributeurs, qui disent de toute manière, ils font tous du bureau, c'est le même marché, et donc ils devraient tous baisser de la même façon. Non. Vous vous dites non. Non, d'ailleurs, il y a des natures, tous les bureaux ne se ressemblent pas. On parlait tout à l'heure du quartier central des affaires et de la deuxième couronne parisienne. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés, sur les mêmes dynamiques. Donc, on ne peut pas dire que le bureau est un tout homogène. Ensuite, il y a des situations de différence, notamment de taux d'endettement. Quand on a 30% d'endettement, une baisse de 7% se traduit dans la valeur de part par une baisse de 10%. Voilà, c'est la réalité financière du calcul. Donc, je reviens sur mon point, qui est de dire, la décision que nous avons prise, c'est de remettre l'ensemble de nos produits au milieu du tunnel, à la valeur de reconstitution. Voilà. Donc en fait, ce choix-là, il résulte principalement d'une volonté d'être le plus pédagogique possible, c'est-à-dire que d'expliquer la baisse du prix de part, c'est-à-dire qu'elle corresponde à la baisse des valeurs d'expertise, avec l'effet de levier. Et ça, c'est déjà pas simple à expliquer, mais nous faisons le choix, clairement, de nous situer dans une explication qui soit la plus lisible possible. D'accord, au risque de devoir y revenir. Au risque de devoir y revenir, là, c'est la perspective de stabilisation des valeurs. La question se pose en bureau, je suis assez confiant sur la partie santé, à vérifier, mais on est assez... pour l'instant, clairement, le marché est en phase d'atterrissage. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette décision, nous avons fait des baisses de prix de part qui sont finalement relativement homogènes autour de entre 8 et 10% sur la 8 et 11% sur la plupart de nos produits. Pour autant, sur la santé, nous étions en haut du tunnel, nous nous recentrons sur le tunnel, mais les expertises n'ont pas beaucoup bougé sur la période du deuxième semestre, alors que le bureau, on a répercuté la baisse du deuxième semestre, car nous étions déjà au centre du tunnel. Donc les dynamiques
de prix et les dynamiques de valeur d'expertise ne sont pas du tout les mêmes entre les SCPI qui sont purement investis en bureau ou très majoritairement investis en bureau. Et par exemple, je prends toujours l'exemple de la santé parce que c'est la plus grosse SCPI Primovie, qui est investie aux 3/4 dans la santé et 1/4 en bureau. D'ailleurs, une partie de la partie principale de l'origine de la baisse, c'est le quart qui est investi en bureau. Ok. Philippe ? Juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Marc et sur les valeurs et les valeurs d'expertise. On a donc, nous avons donc piloté nos valeurs de part de façon différente qu'on vient d'expliquer, mais à la fin, je vais juste rappeler un chiffre. En ce qui concerne la française, depuis le début de la crise, si je peux dire, on a en gros baissé nos valeurs de part de l'ordre de 15 à 30%. 15 à 30% des valeurs de part. Pour se retrouver en bas de fourchette, c'est-à-dire avec une protection assez confortable, je dirais, pour une éventuelle de nouvelle baisse. Parce qu'on considère effectivement que le marché est plutôt en train de se stabiliser. Une baisse de 15 à 30% à comparer avec ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, sur l'immobilier direct, l'immobilier d'entreprise direct, on parle de valeurs qui ont baissé plutôt de l'ordre de 20 à 40, voire 50%. On regarde les foncières, le cours des foncières qui sont les sociétés foncières, les SIC, qui sont en général un indicateur avancé de la situation du marché. Et le cours des SIC, des sociétés foncières cotées, en particulier celles qui sont orientées bureau, ont-elles évolué de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Ce que je veux dire par là, c'est que nos patrimoines, tu le disais, nos patrimoines, la qualité de nos patrimoines sont plutôt résilients, certes beaucoup plus résilients en cœur de ville et en quartier central des affaires qu'en seconde périphérie, mais globalement, la baisse que nous avons subie sur les valeurs de part correspond à une baisse, finalement, ça peut paraître choquant, mais relativement modérée de ce marché immobilier qui a connu quand même, faut le rappeler, des hausses pendant 15 ans, des hausses de valeur pendant 15 ans, dans une période d'euphorie financière. On corrige de l'ordre de 15 à 30% les valeurs aujourd'hui. L'immobilier, ce sont des cycles, ne l'oublions pas, et donc on est en train d'atterrir une fin de cycle baissière. C'est là où on se trouve en ce moment. Ok, je reste avec vous, Philippe, si vous le voulez bien. Deuxième partie, dans les actualités de cette année, c'est que non seulement il y a des annonces de baisse de part, mais il y a également des annonces de baisse de distribution. Alors, vous me direz, c'est pas la première fois que les distributions baissent, parce qu'elles n'ont pas fait dans l'histoire qu'augmenter. Mais c'est peut-être un peu plus important que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Je voudrais, là encore, qu'on essaie de revenir sur les sujets de pédagogie. Quand on pilote une entreprise, on sait qu'une entreprise, elle peut avoir des difficultés parce que elle est en situation où elle perd de l'argent, elle fait des pertes, elle n'est pas performante, ses charges sont supérieures à son chiffre d'affaires. Mais une société, elle peut aussi être en difficulté parce qu'elle a des problèmes de liquidité et qu'il lui manque d'oseille pour vivre. Ok. Je voudrais qu'on regarde ce sujet de la liquidité en rebondissant sur un échange qui avait eu lieu dans une émission spéciale sur les SCPI, où vous n'étiez pas là, mais où il y avait eu un débat sur le report à nouveau, et où l'un des intervenants avait dit « Moi, j'ai un report à nouveau qui est conséquent, et ça me permet de garantir de la visibilité à mes porteurs. » Et puis quelqu'un d'autre avait dit « Oui, mais le problème, c'est que le report à nouveau, il est plus disponible en cash, il a été investi, et donc on a du mal à payer avec un report à nouveau qui est investi. » Ça nous amène à la question de la liquidité. Est-ce qu'il y a des enjeux autour de la liquidité, Philippe Depoux, sur les SCPI? Alors, on va faire effectivement un petit peu de pédagogie en essayant de ne pas être trop technique, mais oui, les SCPI historiques sont, à la française, mais je pense également ailleurs, sont dans une situation de trésorerie contrainte. Donc on va parler cash. Dans une période que j'appellerais de cercle vertueux d'une SCPI. Une SCPI, elle a 4 moteurs de ressources et elle a des emplois, comme toute société. Ces 4 moteurs de ressources, c'est la collecte, la dette pour faire de l'effet de levier, les loyers que nous percevons de la part de nos locataires et le produit des ventes, et notamment les plus-values issues des ventes. Ça, c'est les 4 ressources, et dans un cercle vertueux, ces 4 ressources, elles servent à investir dans de nouveaux immeubles, à faire des travaux de rénovation, verdissement sur les immeubles, à distribuer à nos porteurs de parts les dividendes que nous leur avons promis, et à peut-être réalimenter... mais il n'y en a même pas besoin, je dirais, des fonds de remboursement. Éventuellement rembourser des emprunts aussi. Et voilà, il y a le 4e évidemment, rembourser des emprunts. Ça, c'est quand ça marche. Quand
vous avez une situation comme celle d'aujourd'hui. Moi, j'appelle ça, on est passé d'un cercle vertueux à un cercle vicieux. On a, sur les 4 moteurs, 2 moteurs à l'arrêt. Sur nos SCPI historiques, on n'a plus de collecte, quasiment plus de collecte. L'effet de levier, on ne peut plus. Aujourd'hui, on emprunte encore à des taux supérieurs au rendement des SCPI. Donc, on emprunte. Donc, c'est un effet de levier négatif. Donc, 2 moteurs à l'arrêt. Le moteur des loyers. Le moteur des loyers, il fonctionne grâce au travail d'asset management quotidien des professionnels que nous représentons sur nos immeubles. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'en plus des problèmes de valorisation dont on parlait tout à l'heure, on rentre dans une quasi-récession économique. Nos locataires aujourd'hui, grâce au télétravail et au flex-office, n'ont plus besoin d'autant de surface de bureau, donc nous en restituent partiellement. Et quand nous renouvelons, nous arrivons à renouveler les baux avec nos locataires, c'est parfois au prix de certaines concessions que nous leur donnons, quelques mois de loyer de franchise. Les franchises, donc il y a peut-être potentiellement un peu moins d'argent qui rentre dans les caisses. Ça pèse sur le cash qui rentre dans l'entreprise SCPI. Et le 4e moteur, qui est le moteur des ventes. Donc, tant vous pouvez faire des ventes, généralement, ça génère des plus-values. Et ce cash, on va voir comment on l'utilise. Donc, 2 moteurs sur 4 à l'arrêt, que 2 moteurs qui marchent. Donc, trésorerie contrainte. Et avec cette trésorerie-là, contrainte, on doit toujours, et plus que jamais, faire des travaux et verdir les immeubles. C'est la condition indispensable pour pouvoir louer et relouer les immeubles. C'est même aussi une condition indispensable pour essayer de préserver sa valeur et de pouvoir les vendre également. On doit rembourser des emprunts et peut-être en reprendre d'autres, mais qui sont plus chers et qui demandent à remettre du capital parce qu'on ne nous prête pas autant. Il faut alimenter, on va en parler tout à l'heure sur la liquidité des fonds de remboursement. Résultat, à la fin de l'histoire, eh bien, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire face à toutes ces demandes-là. Et donc, trésorerie n'est pas la même chose que comptabilité. Et donc, quand on fait des ventes et quand on fait des plus-values, on peut alimenter le report à nouveau, mais le report à nouveau, c'est comptable. Il peut être parfois disponible ou pas disponible. Disponible ou pas disponible. Marc Bertrand, aujourd'hui, la gestion de la liquidité, c'est une vraie contrainte ? C'est plus la gestion, en fait, la variable d'ajustement de tout ça, c'est le taux d'endettement. Je souscris parfaitement, hein, c'est-à-dire les quatre ressources principales. Le problème, c'est qu'elles sont assez corrélées entre elles. L'expérience veut qu'en fait, on collecte facilement quand on s'endette facilement, et que les immeubles, les marchés sont parfaitement liquides. Et en fait, les choses, voilà, ça fonctionne très bien ou ça se grippe de façon assez corrélée. Donc aujourd'hui, c'est plus contraint. Par contre, je voudrais quand même qu'on conserve les ordres de grandeur en tête, c'est-à-dire que distribuer ou pas du report à nouveau, une SCPI a généralement, on va dire, elle distribue du 5%. Et si elle a 2 mois de report à nouveau, ça revient à avoir 1% de sa capitalisation comme réserve à distribuer ou pas. Donc là, 1%, c'est juste pour avoir encore une fois les ordres de grandeur en tête, la capacité d'arbitrage d'une SCPI, c'est 15% de son patrimoine annuel. Donc on peut pas dire qu'on sature les capacités, c'est-à-dire qu'on reste malgré tout manœuvrant. Mais je ne nie pas du tout le fait que nous avons, par exemple, chez nous, comme objectif de diminuer l'effet de levier parce qu'en fait, il n'existe plus. Donc, on veut, les banquiers le demandent, c'est nécessaire du point de vue, et on a comme objectif, donc, via de l'arbitrage, c'est-à-dire des ventes d'immeubles, de rembourser de la dette, mais de dériver une petite partie pour alimenter du report à nouveau, pour rendre le report à nouveau distribuable, mais c'est une toute petite partie, mais également pouvoir faire du fonds de remboursement. Est-ce qu'on peut faire également des arbitrages sur les travaux ? Parce que les travaux, en fait, vos programmes de travaux, c'est pas des trucs que vous décidez, c'est pas vous voulez le matin en disant tiens, demain on va intervenir sur ces meubles, c'est une opération lourde. La nécessité ne change pas, c'est la priorité qui change, on va dire. C'est la priorité d'exécution, c'est-à-dire que quand on est sur des périodes comme ça, on va se concentrer sur les travaux qui ont le retour de cash le beaucoup plus court, c'est-à-dire la période de retour sur investissement la plus courte, quitte à ce que ce soit un tout petit peu moins créateur de valeur à long terme en termes de valeur. Enfin, on va se concentrer sur les travaux qui génèrent le cash le plus important à très court terme. Antoine Aubry, je me tourne vers vous. On a dit chez Amundi, les décisions aujourd'hui ne sont pas prises. J'imagine que au moment de prendre des décisions, vous voyez bien ce qui se passe sur la place. J'imagine que vous avez des échanges avec les conseils de surveillance. Est-ce que vu la nature du produit SCPI, est-ce que les baisses de distribution sont plus urticantes pour les petits porteurs que les baisses de prix de part ? Alors,
Oui, bien évidemment, parce que n'oublions pas que la logique d'un produit type SCPI qui se fixe sur une détention extrêmement longue fait que les porteurs sont d'abord dans une attente d'un revenu régulier qui leur est servi au travers des dividendes. Donc oui, ça fait partie des échanges qui sont extrêmement riches et importants que nous avons avec nos membres des conseils de surveillance, parce que bien évidemment, la logique de la préservation du dividende, c'est une priorité. Cependant, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. N'oublions pas que l'immobilier s'inscrit dans un temps long et la performance se construit dans un temps long. Donc le cash alloué sur une logique de distribution de dividendes doit pour autant ne pas vous empêcher d'être dans la création de la performance qui, elle, s'inscrit dans un temps long. Donc c'est tout à fait les discussions que nous avons avec nos conseils. Aujourd'hui, nous avons les moyens de préserver nos dividendes, mais ne nions pas qu'il faut être extrêmement vigilant sur le pilotage du cash disponible. Ok. Vous avez annoncé, Marc, je me tourne vers vous, des baisses de distribution. Vous avez effectué des baisses de distribution sur le dernier solde, et surtout vous avez annoncé des baisses de distribution pour l'année prochaine. Là encore, je voudrais comprendre le pourquoi du comment. Quelle est la stratégie en la matière? Encore une fois, il y a autant de situations qu'il y a de SCPI différentes. Alors, malgré tout, pour aller vite, il y a des phénomènes qui sont communs. C'est une partie qui est la diminution du résultat, une partie qui est la notion d'épuisement des réserves. Voilà. La diminution des résultats, elle provient, alors pour ce qui concerne le bureau, d'une augmentation de la vacance, c'est clair, hein, ou des mesures d'accompagnement qui sont données, des franchises, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour diminuer l'effet de levier qui devient négatif, on procède à des ventes d'immeubles et des arbitrages qui diminuent malgré tout la base de loyer. Donc on a... on vend des immeubles qui sont plutôt occupés? Oui, mais enfin pas que. Simplement, dans le marché actuel, il faut faire des choix entre l'immeuble qui va se vendre et qui a quand même une certaine occupation et d'autres qui seront moins remplis. Enfin, c'est un ajustement permanent de la politique d'arbitrage. Mais on doit diminuer l'effet de levier parce qu'il est devenu, sinon neutre, et probablement même dans un certain nombre de cas négatif. Donc il faut gérer ça. Donc diminution du résultat, c'est une partie. Épuisement des réserves. Alors on dit toujours le report à nouveau qui était les loyers qui ont été mis de côté, etc. La réalité, c'est que il faut parler plutôt de réserves au sens large et que il n'y a pas eu d'excédent de loyer par rapport aux distributions dans les années précédentes. Il y a eu des plus-values qui ont été dégagées sur des cessions d'immeubles. Ces plus-values, les réserves de plus-value, elles s'épuisent parce que on vend malgré tout moins d'immeubles et comme les valeurs ont baissé, on dégage moins de plus-value. Donc elles ne se reconstituent pas. Voilà. Donc on prend une politique de distribution aujourd'hui qui est plus prudente en ne préjugeant pas. D'abord, on étale le reste des plus-values pour amortir la baisse sur une plus longue durée. 2, on ne préjuge pas de leur reconstitution. Et donc, on se met à un taquet bas, on va dire, de distribution. Et puis, s'il y a une forme de boni in fine, on le distribuera plutôt en fin d'année. Mais on est obligé d'aller de façon pas à pas plus prudente. Philippe Depoux. C'est un raisonnement tout à fait similaire. J'ai expliqué avant comment le cercle vertueux s'était transformé en cercle vicieux sur ces SCPI historiques. Donc, pas suffisamment de trésorerie. Pour faire rapidement, en 2024, nous avons délibérément poursuivi une politique de respect des engagements de la SCPI vis-à-vis des travaux et vis-à-vis des distributions. Et donc, on n'a pas alimenté les fonds de remboursement, ou très très peu alimenté les fonds de remboursement. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, sur 2025, même constat, globalement, les distributions dans le passé, pour faire très simple, elles se constituaient des revenus opérationnels de la SCPI, les loyers moins ses charges, et puis l'anticipation des plus-values distribuables des ventes que nous faisions tous les ans. Ce qu'on a décidé de faire sur l'ensemble de nos SCPI historiques, pour ne pas mettre en risque la distribution, c'est de ramener cette distribution à peu près au niveau de résultats opérationnels. Ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Et si, comme on le pense, on réalise en 2025 comme en 2024 un programme de cession assez ambitieux, mais assez successful, assez qui a bien marché, on sera en mesure de distribuer un complément de revenus qui sera issu des plus-values de trésorerie susceptibles d'être distribuées et non réutilisées en autre chose. Juste, donc grosso modo, ce que j'entends dans le discours, c'est qu'on change un peu la méthode de communication. On donne un peu une sorte de minimum en disant on aura plus, alors qu'auparavant on donnait une fourchette qui était resserrée. Moi, ça m'amène quand même à une question à la fois d'épargnants
et à la fois être distributeur, parce que on peut investir dans des SCPI en fait sous plein de formes différentes. On peut y investir en tant qu'unité de compte, on peut y investir pour toucher des revenus complémentaires pour sa retraite, on peut y investir pour faire une opération à effet de levier en souscrivant un crédit, en achetant des SCPI, on peut y investir en faisant une opération de démembrement, et dans nombre de ces opérations, le niveau du revenu distribué est quand même un sujet qui est un sujet important. Est-ce qu'à terme, il faudra que vous soyez plus précis dans vos politiques de distribution en disant, voilà, finalement, dans notre prospectus, on va dire que la philosophie de distribution, c'est ça. On est un peu dépendant aujourd'hui quand on est client, quand on est distributeur de vos décisions. Est-ce que demain, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui disent, moi, je prioriserai ça, etc., pour savoir, entre guillemets, quel produit je dois mettre dans quel et quel montage? Parce qu'il est clair que quand j'ai une baisse de distribution, alors que je me suis mis un crédit à côté, ou que j'ai proposé un crédit à mon client, c'est un peu compliqué. Antoine, est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus précis à votre sens ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment trop contraignant vu le fonctionnement? C'est exactement la limite de l'exercice. La transparence, oui, c'est toujours un plus. Pour autant, il ne faut pas que ça aille attaquer la flexibilité dans la gestion aussi de vos fonds. Donc, plus de transparence, bien évidemment, on est tous partisans d'aller vers cela, mais n'oublions pas, l'immobilier, c'est pas le produit le plus liquide qui existe, donc il faut qu'on se garde aussi de la flexibilité dans la gestion de nos patrimoines immobiliers. Parfait. Antoine, je reste avec vous. Vous savez que dans cette émission, alors certains diront qu'on est un peu technique, mais à un moment, quand on vend un produit, autant essayer de bien le connaître. On avait dit beaucoup de choses, puisque il y avait eu des sujets, je pense, je me souviens de l'émission de juillet 2023, où on avait grosso modo annoncé ce qui s'était passé à la fin juillet et au mois de septembre. On avait, dans cette émission, abordé une solution atypique pour permettre aux petits porteurs de sortir. C'était les fonds de remboursement, c'était chez Amundi. Oui. Donc je rappelle, Assemblée Générale l'an dernier, chez Amundi, vous faites voter une résolution pour avoir un fonds de remboursement qui est, entre guillemets, plafonné, oui, pour couvrir les petits porteurs. Donc la règle exacte, c'était quoi, Antoine ? Alors que le fonds de remboursement était adressé à tous les porteurs qui avaient plus de 6 mois d'ancienneté dans la liste des ordres en attente, et avec un taux de service limité à 300 parts. Ok, résultat, aujourd'hui, donc vous avez lancé cette opération depuis plus de 6 mois. Est-ce que cette solution a donné des résultats satisfaisants, et est-ce que cette solution vous paraît être un outil efficace pour régler déjà à minima le problème de la liquidité sur les petits porteurs? Alors, on a eu une adhésion qui était plutôt assez forte chez les petits porteurs qui étaient justement concernés par cette limite des 300 parts, puisqu'on a eu plus de 60% d'adhésion. Donc en fait, on a 60% des petits porteurs qui ont pris la décision de venir dans le fonds de remboursement. Marc Bertrand, vous connaissiez un peu le sujet, puisque vous avez travaillé quand vous étiez chez Amundi. Ça vous inspire pour mettre ce genre de solution chez vous? La réponse est oui, c'est-à-dire que là, après on est en train de calibrer les différents paramètres, la notion des 6 mois, la notion du nombre de parts, etc. Donc on va le calibrer pour l'adapter, mais on est en train de préparer le fait, et on fera voter aux assemblées générales de juin, le fait de pouvoir le proposer. Philippe Depoux, fonds de remboursement, il y en avait chez vous? Alors, oui, fonds de remboursement, il y en avait historiquement chez nous, effectivement, sur 2 de nos SCPI historiques. Mais la nouveauté, c'est qu'effectivement, sur 2025, nous avons passé les assemblées générales sur 2 de nos SCPI, et ce sera le cas à mi-année, pour mettre en place des fonds de remboursement avec les fameux plafonds. C'est quelque chose que nous n'avions pas pratiqué jusqu'à présent. Je précise qu'on a quand même eu des messages positifs du côté de l'AMF sur ce sujet-là, parce que c'était pas forcément évident avant. Donc voilà, on était un peu hésitant, peut-être trop loyaliste. En tout cas, nous l'avons maintenant fait passer, comme je vous l'ai dit, en assemblée générale, partiellement sur certaines SCPI. Et oui, on va le généraliser. Petite précision pour raccrocher à mes propos d'avant. 2024, on n'a pas alimenté les fonds de remboursement parce qu'on a eu d'autres priorités, notamment les engagements des SCPI. Mais effectivement, pour résumer un petit peu, nos SCPI historiques sont confrontés à 3 sujets. On en vient d'en traiter 2, qui sont les valeurs de part et la distribution. Il reste effectivement ce 3e sujet de la liquidité. La Française a une grosse capitalisation sur des SCPI historiques, et donc nos montants de nos parts en attente étaient quand même assez importants. Il fallait absolument qu'on s'attaque à ce sujet, et donc
c'est une première réponse. Il y en aura d'autres, mais c'est une première réponse. On va, grâce à nos grands programmes de cession 2025, doter plus largement les fonds de remboursement et mettre les fameux caps, les fameuses gates pour favoriser la sortie des petits porteurs. Parfait. On continue sur le sujet de la liquidité, même si ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, mais on va encore passer un petit moment si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on essaie de réfléchir. On a toujours essayé dans cette émission je le disais tout à l'heure en introduction, on n'est pas trop fan du buzz, on est plutôt favorable du travail de fond. Je voudrais qu'on essaie de creuser une hypothèse. Assurément, moi, ce que j'entends, c'est que de votre côté, c'est qu'il y a un problème, il y a un vrai sujet encore au niveau du bureau. Et l'évolution des usages, etc., font que le bureau est une classe d'actifs qui est une classe d'actifs compliquée. D'un autre côté, j'entends lorsque j'écoute les distributeurs, lorsque j'écoute les épargnants, une autre difficulté qui consiste à dire mais à quoi bon revenir sur des produits sur lesquels il y a toute une partie sur lesquels il y a un gigantesque point d'interrogation. Parce que quand on investit, on aime bien avoir de la visibilité. Est-ce qu'il pourrait y avoir des réflexions pour, entre guillemets, scinder les produits? Je m'explique. Il y a aujourd'hui une SCPI. Dans une SCPI, comme dans un patrimoine, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent pas très bien et qui n'ont pas beaucoup d'avenir. Est-ce qu'il y aurait une logique de dire que la SCPI X, on va la transformer en X1 et en X2 en disant X1, on met les trucs sur lesquels on pense qu'il y a vraiment du potentiel. X2, c'est les trucs qui sont en difficulté, on les met en structure d'extinction. C'est-à-dire, on dit, voilà, ce truc-là, on va à échéance 5 ans vous le rembourser progressivement, mais on sait qu'on bloque, je sais pas, 15% du patrimoine en fonction de la SCPI, mais on sait aussi que sur le sol, les 80%, on a un truc qui est à nouveau présentable, un truc qui peut à nouveau attirer les investisseurs et de fait recréer de la liquidité. Est-ce que ça peut être une piste de sortie, une réflexion qu'on peut mener? Est-ce que ça peut fonctionner sur toutes les SCPI? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les assureurs? J'allais dire faire ou défaire, c'est toujours travailler. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, les problèmes, ou comment dire, on gérait plutôt à base de fusion entre SCPI. L'évolution a été globalement une concentration et un mouvement de fusion. Là, dans une période de crise, quelque part, ce que vous dites là, ça ressemble à se dire, est-ce qu'il doit y avoir des SCPI de défaisance par rapport... Enfin, c'est cette logique-là. Pourquoi pas. Maintenant, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de situations, donc moi, je généraliserai absolument pas la situation. Par exemple, nous, on a une réflexion aujourd'hui, alors c'est soit à base d'arbitrage, soit à base d'opérations juridiques, mais c'est malgré tout quelque chose qui nous habite. On a une SCPI qui est Primovie, qui fait 4 milliards, dans lequel il y a 25% de bureaux. La plupart des mouvements aujourd'hui viennent de la partie bureau, puisque le reste est stabilisé, que ce soit en cash flow ou en valeur. Y a-t-il une logique et y a-t-il une manière de dissocier les deux patrimoines pour aller dans le sens de ce que vous disiez il y a un instant? Oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut que ce soit manœuvrable, que ça ait du sens pour les porteurs, que ça ait du sens de recréer une liquidité sur une partie, parce qu'il faut que le projet, il faut globalement créateur de valeur. Sinon, si c'est pour, on va dire, désimbriquer les poupées russes et puis qu'à la fin, ça fasse exactement la même valeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut vraiment que le projet ait du sens, qu'il soit manœuvrable pour les gens qui le détiennent à crédit, les gens qui le détiennent en démembrement, les gens qui le détiennent en unité de compte. Donc c'est des projets, comment dire, qui sont intéressants, ok, mais il faut pas que ce soit un joujou de société de gestion ou un joujou intellectuel. Il faut que ça ait du sens pour le client et qu'il soit praticable pour l'immense majorité des porteurs de parts. Alors, pour rebondir sur le point de Marc, la priorité, c'est de s'occuper déjà des immeubles existants. Je me répète, mais on est rentré depuis maintenant 4 ans dans une ère d'asset management. Les équipes sont à la manœuvre tous les jours. Nous n'avons pas d'immeubles plantés. Tu le disais très bien tout à l'heure. En fait, la qualité des patrimoines est là, en tout cas à la française, la qualité des patrimoines est là. On n'est pas blindé d'immeubles dans la pampa, vides, pas du tout vertueux en matière de qualité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on est déjà sur un socle
qui est de qualité. On le travaille au quotidien. Nos taux de vacances n'ont pas, en dehors de l'Allemagne, nos taux de vacances n'ont pas vraiment baissé. Donc, et on vend, important aussi, on s'efforce de vendre des immeubles de bureaux justement pour s'alléger du poids du bureau et au contraire de être un peu plus diversifié en matière de typologie d'actifs. C'est la base, c'est par ça qu'il faut commencer. Sinon, on aura beau le mettre dans une case A, dans une case B, dans une case C, l'immeuble en question, il sera toujours là. Après, la réflexion, oui, c'est exactement ce que dit Marc. On est passé dans le passé par des réflexions sur des fusions, ça a plutôt bien marché. Et les gros véhicules comme épargne foncière ont plutôt bien résisté. Je profite pour le dire au passage qu'épargne foncière, depuis le début de la crise, a vu sa valeur baisser seulement de 20%. Dans les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, ça montre plutôt une certaine résilience. Après, je pense que l'avenir, effectivement, pour reprendre le point j'aime pas le mot défaisance, mais de faire des blocs d'actifs plutôt à céder, d'actifs plutôt à garder, c'est une réflexion qui nécessite d'être menée et que nous menons sur 2025 à la française. Antoine Aubry, une question. Vous êtes pas mal investi sur la défense. Vous le mettriez du côté à garder ou vous le mettriez du côté à céder? Alors très clairement du côté à garder. Mais par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on doit aller vers de la création de parts ou est-ce qu'on doit aller sur une communication plus transparente pour différencier ce qui est de l'immobilier avec une performance immédiate, c'est-à-dire qu'un revenu qui tombe dès aujourd'hui, ou de l'immobilier dont la performance va se construire plus sur un temps long, ce qui est aujourd'hui le cas avec l'immobilier de la Défense, mais qui est un immobilier extrêmement qualitatif avec un quartier bureau qui restera l'un des quartiers les plus performants sur le long terme. On le voyait tout à l'heure en introduction, en faisant de la pédagogie, le seul endroit où le prix des parts en SCPI se constate et ne se décrète pas, c'est lorsque l'on est sur le marché secondaire sur une SCPI à capital fixe. Je voudrais clore ce chapitre de la liquidité avec la question suivante. Est-ce qu'il faut créer un marché de gré à gré sur les SCPI à capital variable pour avoir des prix de marché? Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées sur la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça doit être des initiatives individuelles? Est-ce que ça doit être une initiative de place? Quel est votre sentiment sur ce sujet-là, Antoine? Alors, je suis plutôt favorable à une initiative de place et tout outil qui permette justement de favoriser l'échange de parts entre porteurs est le bienvenu. Marc Bertrand? Non seulement je suis favorable, mais on y travaille déjà. L'idée étant de ne pas étouffer des initiatives qui vont dans le bon sens, mais de pouvoir leur donner un cadre de fonctionnement qui, on va dire, où les clients ne soient pas livrés à eux-mêmes et soient conseillés, on va dire, avec un intermédiaire qui soit à peu près à égale distance entre l'acheteur et le vendeur pour que le devoir de conseil soit assuré et que ça soit encadré dans une transparence et un devoir de conseil. C'est un point important parce que on l'a testé l'année dernière, notamment sur une SCPI, de proposer le passage en capital fixe et la confrontation, ça a été refusé. Au niveau de la SCPI, par contre, organiser un marché, entre guillemets, extrinsèque de gré à gré sur le marché, nous paraît une piste intéressante. Philippe, un sentiment, et juste, on est tous d'accord que aller vers ça nécessite quand même un véritable exercice de qualité de l'information qu'on donne, puisque ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui pour comprendre le positionnement des différentes sociétés de gestion, etc., c'est que, pardon de dire la chose suivante, mais sauf à être une chèvre, limiter une SCPI à un TDVM et à une évolution de valeur de part, c'est pas très professionnel. Donc, est-ce qu'il y a un besoin, en plus, dans quel est votre sentiment, et est-ce que tout le monde a conscience que va falloir que l'information délivrée puisse permettre aux acteurs de pouvoir fixer des prix? Alors, d'abord, on ne sortira pas des problèmes de liquidité que nous avons en ce moment sans qu'il y ait quelque part un sujet de gré à gré qui soit amplifié, réglementé, transparisé, si je peux dire. Le mot est pas forcément bien choisi, mais en tout cas, il faut de la transparence, il faut bien sûr de l'information, de la sécurité d'information. Et c'est normal, on s'adresse au grand public, même si le gré à gré peut se faire entre porteurs de parts dits institutionnels. Donc, c'est absolument nécessaire. 2024, c'était déjà dans les cahiers, mais ça ne s'est pas fait parce que les valeurs, on en revient à notre sujet de départ, les valeurs n'avaient pas fini de baisser. Et je vois les acheteurs de blocs de parts de SCPI en gré à gré n'étaient pas très favorables à acheter sans être certain qu'on était un peu en bas du cycle. Je pense qu'aujourd'hui, avec des valeurs de parts de SCPI qui ont atterri, avec des véhicules qui sont
gérés professionnellement. J'espère que tout le monde en est conscient. Ils sont gérés professionnellement. Il n'y a pas de loup dans les SCPI. En tout cas, moi, les SCPI de la Française que je connais, il n'y a pas de problème caché. Il n'y a rien. Donc, des valeurs qui ont baissé, de l'information très transparente sur ce qu'il y a à l'intérieur des SCPI, sur la façon dont le moteur de la SCPI fonctionne. Je pense que c'est le moment de développer ce gré à gré avec de l'information transparente et de la sécurité pour les acteurs qui viendront s'y positionner. Mais c'est absolument nécessaire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. J'imagine que le MIPIM, ça va pas être la fête. Enfin, je vous souhaite quand même un bon MIPIM et puis vous viendrez nous débriefer de ce qui s'est passé. On se retrouvera au mois de juillet. Merci en tout cas d'avoir accepté cet exercice. Et comme je dis, l'ambition de plus encore, y compris sur des marchés où on est en difficulté, c'est toujours de faire avancer le schmilblick et de creuser l'information. Merci donc à vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Notre débat sera consacré à la bourse. Salut.